avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Le 20 février 2022, je vais sur Instagram et je tombe sur une notification. Je vois qu'on me tag dessous une vidéo. Je regarde cette vidéo et je ne vous cache pas que je suis ému, choqué, et que je me dis il faut faire quelque chose. Cette vidéo, c'est une vidéo de témoignages de plusieurs familles d'enfants en situation de handicap qui nous expliquent leur situation, qui nous expliquent à quel point ils se sentent rejetés. Cette vidéo est postée sur le compte de Mona, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, @Mona_l'atelier pastel. Et c'est Mona qui va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ce combat existe, comment est-ce qu'il est mené, et pourquoi est-ce qu'il est important. Nous parlerons bien sûr des conditions d'acceptation ou non des enfants en situation de handicap dans les structures et dans les écoles. Nous parlerons des conditions de travail des AESH, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Nous échangerons sur comment l'école dite inclusive laisse sur le carreau des milliers de familles. Qui paye le prix de cette situation ? Comment ces manquements aux obligations de l'État favorisent les inégalités dans le couple parental et donc plus globalement dans la société, les inégalités hommes-femmes. Je remercie Mona pour le temps qu'elle a accordé pour nous transmettre ce témoignage et je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, à le partager à vos amis, à le partager aussi, si vous le pouvez, à vos députés, à vos sénateurs, à vos sénatrices, afin que ces familles puissent trouver une réponse fiable, correcte, sur cette question cruciale. Il s'agit d'un sujet avant tout de parentalité et je pense qu'il est grand temps que tous les parents s'entraident, qu'on se sente concerné ou pas. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mona. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le podcast Papatriarcat, un petit peu là comme ça au dernier moment. Avant qu'on parle du sujet qui vous amène, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup de me recevoir dans des délais aussi courts, puisque voilà. Alors moi, je m'appelle Mona, j'ai 39 ans et je suis la maman de 2 petites filles. Panthéa qui a 6 ans et qui est en situation de handicap et Dariana qui a 20 mois. Et je suis également décoratrice d'intérieur et accessoirement influenceuse sur les réseaux sociaux. Et comment ça se passe la vie avec Panthéa ? Ah, la vie avec Panthéa, ça a été, c'est des hauts et des bas. C'est les montagnes russes émotionnelles. C'est une petite fille pleine de joie de vivre, pleine d'énergie, beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi beaucoup d'inquiétude, un travail énorme au quotidien pour réussir à gérer, parce que c'est une petite fille qui est hyper active, qui peut jeter des objets, qui crie beaucoup, qui saute partout, qui n'a pas la notion du danger, pas la notion de il ne faut pas faire. Voilà, donc c'est un quotidien qui est épuisant. Alors, en tant que parent, l'amour fait qu'on supporte tout. Hein, parce que moi, avant d'être maman, quelqu'un qui tapotait sur une table, j'avais déjà envie de l'amputer de la main. Mais voilà, maintenant, avec elle, j'ai appris à supporter tous les bruits, tous les jets d'objets, tout. Voilà. Mais c'est compliqué parce que c'est une petite fille qui n'est pas autonome, qui porte encore des couches, qui ne parle pas, qui a un retard moteur, même si aujourd'hui, malgré tout ce que tout le monde pensait, elle marche, elle saute, elle fait les choses à sa manière, elle avance à son rythme, avec énormément d'aide et de soutien professionnel, mais on avance, c'est le principal. C'est en effet, j'aime beaucoup quand vous dites, quand on devient parent, c'est vrai qu'avec l'amour qu'on a pour nos enfants, nous-mêmes, on s'adapte à des choses qu'on croyait impossibles Exactement. avant, et c'est assez impressionnant. Les enfants s'adaptent très bien à nous, mais Ouais. nous aussi, mine Mais de oui. rien, on y arrive très très bien. Mm. Le 20 février 2022, vous publiez sur vos réseaux sociaux une vidéo avec d'autres familles pour interpeller le gouvernement, la ministre Sophie Cluzel, la ministre, la secrétaire d'État chargée du handicap, et d'autres personnes, bien sûr Emmanuel Macron. On a aussi vu taguer, moi le premier, quelqu'un comme Adrien Taquet, bien évidemment aussi Jean-Michel Blanquer, puisque votre sujet porte aussi sur l'école et sur l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'histoire de cette vidéo, de ce mouvement, de ce message que vous essayez de porter ? Oui. En fait, alors ça s'est fait en 2 temps. Une année de galère horrible avec la MDPH,
Donc les gens qui ne savent pas, pour vulgariser un peu ce que c'est que la MDPH, c'est une institution qui gère tout ce qui nous concerne quand on a un enfant en situation de handicap ou quand on est soi-même en situation de handicap. Donc c'est eux qui vont déterminer à quel point vous êtes handicapé, à quel point vous méritez quoi comme aide, où votre enfant a le droit d'aller et ne pas aller, quel appareil d'aide, par exemple si vous avez besoin d'un respirateur, d'appareil auditif, d'un fauteuil roulant, c'est eux qui vont déterminer combien ils vous accordent pour pouvoir l'acheter. En gros, vous êtes dépendant entièrement de la MDPH dès l'instant où vous découvrez que votre enfant est en situation de handicap. Sauf que la MDPH, je pense que c'est actuellement l'institution française la plus scandaleuse qui existe. Légalement, ils ont 4 mois pour répondre. En général, vous attendez entre 8 à 13, 14, 15 mois pour avoir une réponse. Wow. Ouais. C'est une bataille en permanence. Par exemple, si je prends juste le cas de ma fille, j'ai fait un dossier MDPH en mai de l'année dernière. J'ai déménagé 1 kilomètre de distance, sauf que je passe d'un département à l'autre. Il aura fallu 8 mois. 8 mois pour envoyer le mail pour transférer mon dossier d'un département à l'autre. Je n'ai donc mon dossier n'a pas été traité. Ma fille n'a pas de transport alors qu'elle a le droit à un transport médicalisé. Donc son papa fait 2 heures le matin et 2 heures le soir pour l'emmener à l'école. Forcément, les aides qu'on demande, elles sont toujours pas accordées puisque le dossier n'est pas examiné. Et pire que ça, puisque ma fille arrive à la fin de sa prise en charge actuelle, puisqu'elle est en UEM, donc c'est une unité maternelle spécialisée pour les enfants, elle dans une unité autisme, et elle est censée aller en IME l'année prochaine. Sauf que tant que la MDPH ne dit pas « Ok, je vous accorde le droit d'aller en IME », vous ne pouvez même pas être sur liste d'attente. Excusez-moi, IME? Alors, IME, c'est des instituts médicaux éducatifs. En gros, c'est des structures qui sont faites pour les enfants qui ne peuvent pas être inclus dans une école ordinaire. Voilà. Donc, ils sont suivis avec psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens. C'est vraiment des structures médicalisées qui leur permettent en même temps d'apprendre, mais surtout aussi de devenir de plus en plus autonomes. Et ce sont des structures publiques? Publiques, exactement. Ok. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une place en IME en France, c'est entre 1, accrochez-vous bien, à 5 ans d'attente. Oh. Et je ne peux même pas encore faire la demande de liste d'attente puisque la MDPH ne m'a même pas encore autorisé à me mettre sur liste d'attente. Ce qui veut dire que je dois d'abord attendre que la MDPH traite mon dossier et ensuite seulement les établissements pourront me mettre sur liste d'attente. Donc je me retrouve dans la situation où en septembre 2022, j'ai un enfant en situation de handicap qui a besoin d'être suivi par des professionnels sans aucune structure que je vais devoir certainement garder à la maison. Voilà. Et c'est le cas de dizaines de milliers de familles en France aujourd'hui. Et pire, nous, on nous a proposé, par exemple, un choix de Ulysse. Ulysse, c'est quelque chose pour des enfants qui sont déjà beaucoup plus autonomes, où ils sont inclus dans des écoles dites ordinaires avec des enfants neurotypiques, et ils ont des temps en inclusion avec les enfants et d'autres temps entre eux. Ce qui n'est absolument pas adapté à mon enfant puisque son handicap est trop lourd pour ça. Donc, beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent à devoir laisser leurs enfants dans des écoles en Ulysse, ou pire, seule avec une AVS, donc AESH maintenant, donc une dame qui va rester avec elle toute la journée pour l'aider au quotidien. Mais par exemple, c'est comme si demain on mettait ma fille qui ne parle pas, qui n'est pas propre et qui a des troubles autistiques dans une classe de CP. C'est-à-dire que c'est l'enfer pour la maîtresse, c'est l'enfer pour les autres enfants et c'est l'enfer pour ma fille qui va régresser. Mais faute de choix, parce que voilà, il faut aller travailler, il faut payer ses factures. Beaucoup de familles sacrifient leur enfant parce que c'est littéralement un sacrifice de l'enfant en le laissant là où on a trouvé de la place, en attendant d'avoir un jour une place en IME ou dans une autre structure qui serait adaptée à l'enfant. Alors moi, je trouve ça incroyable ce que vous racontez là. Enfin vraiment, je trouve ça. On parle souvent d'école inclusive. C'est d'ailleurs ce que défend le gouvernement, que tous les enfants peuvent aller à l'école. Parce que ça coûte moins cher. La réalité oui. est là. D'accord. Et oui, parce qu'en fait, mettre un enfant en situation de handicap dans une école, on prend une AESH qui va se démener, qui est payée au lance-pierre, parce qu'elles sont payées vraiment entre 600 et 800 euros. Donc moi, il faudrait que l'État m'explique comment une personne peut vivre aujourd'hui en France avec 600 euros ou 700 euros de salaire, qui ne sont pas formées. La plupart du temps, elles ne savent même pas quel handicap va avoir l'enfant qu'elles vont avoir en charge. Donc elles peuvent même pas aller, ne serait-ce que sur Google, taper pour savoir de quoi ça va parler. Elles n'ont aucun contact avec la famille. Elles n'ont pas le droit d'avoir de contact avec la famille. Donc, imaginez que vous allez laisser votre enfant du matin au soir entre les mains de quelqu'un. Matin au soir, quand vous avez de la chance. Généralement, on vous l'accorde 3 heures par jour et le reste du temps, il faut venir récupérer votre enfant.
Donc, vous ne savez pas qui est cette personne, vous ne savez pas comment elle a été formée, vous ne pouvez même pas échanger avec elle et elle n'a même pas le droit de rentrer en contact, par exemple, avec l'orthophoniste, le kiné ou le psychomotricien de votre enfant. Donc, aucun moyen pour elle d'apprendre, aucun moyen pour elle d'échanger et c'est celle qui va passer le plus de temps avec votre enfant. Donc, on est dans une situation tellement aberrante qu'on se demande même comment on en est arrivé là, comment c'est possible, ne serait-ce que légalement. Une entreprise privée qui ferait ça, elle se prendrait 10 prud'hommes dans la minute. Mais comme c'est l'État, on a le droit de le faire. Donc pour eux, l'école inclusive, c'est parfait, parce qu'on prend une gentille dame qu'on va payer une misère, on laisse l'enfant en galère, on laisse la maîtresse en galère aussi, parce qu'un IME, ça coûte cher, par exemple. Il faut des gens qui sont formés, qualifiés, qui ont fait des années d'études, il faut des psychomotriciens, faut des psychologues, donc pour eux, c'est pas rentable, donc on s'en fout, on va tous les foutre dans l'école. Et puis on va mettre des gens qui vont faire la garderie, quoi, qui vont leur changer les couches et leur donner à manger. Voilà. Donc c'est terrible. incroyable. C'est terrible. En effet, c'est terrible, oui. Je suis extrêmement choqué, même si c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans le podcast, mais avec une personne avec qui ça se passait bien, qui était justement sur une situation du projet Ulysse, mais qui clairement, encore une fois, n'est pas adapté visiblement à tous les enfants. Exactement. Et je suis vraiment interpellé par le fait que donc les AESH, si je ne me trompe pas, c'est accompagnante d'enfants en situation de handicap. Exactement. Donc quand on a ce titre-là, on n'est cependant pas formé Non. et pas informé Ouais. Alors, de la situation de l'enfant. j'ai eu l'occasion du coup de discuter avec beaucoup d'AESH et elles me disent que dorénavant, elles sont formées, mais qu'elles ont une formation très basique et très générale. Et ce qui est absolument pas possible, puisque par exemple, si on prend le cas des IME, il y a des IME autisme, il y a des IME, en fait, selon les particularités. Mais on peut pas former quelqu'un sur le handicap. C'est complètement ridicule en fait de dire que le handicap c'est une entité et qu'on peut faire une formation. Alors qu'une éducatrice spécialisée, elle est spécialisée dans un domaine bien précis pour un handicap bien précis. Donc elle sait comment prendre en charge nos enfants et comment faire en sorte qu'ils évoluent. Alors que l'AESH, pour moi, on l'envoie vraiment au casse-pipe, littéralement. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec un enfant qui va peut-être se frapper, crier, jeter des objets, et elle ne saura absolument pas comment le gérer. Et elle n'a même pas de contact avec la famille pour que les parents puissent au moins lui dire si jamais il fait ça, faites ça, ça va l'aider à se calmer. S'il vous êtes dans... Non, et elle n'a même pas le droit. En fait, je me demande, c'est pour ça que j'ai interpellé Sophie Cluzel sur le sujet, parce qu'elle a quand même une enfant en situation de handicap, et elle était quand même présidente pendant des années d'une des plus grosses associations de handicap en France. Donc c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, elle est au pouvoir. Alors soit elle est bridée et on la laisse pas faire, soit elle a totalement retourné sa veste. Mais au fond de moi, je pense vraiment qu'on a dû la brider et qu'elle n'a pas eu les moyens qu'elle espérait avoir. Parce que quand on a un enfant soi-même en situation de handicap, je sais que ça doit forcément la toucher au cœur, quoi. Donc elle sait bien que tout ça, ça ne marche pas. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne bouge pas et qu'il n'y a rien qui est fait. Ouais, tout à fait. Et on continue de marteler, je suis désolé, hein, mais j'appuie le sujet que, encore une fois, Jean-Michel Blanquer martèle à tour de bras que son école est inclusive, qu'il n'y a pas de problème, que tous les enfants de la République peuvent y aller et être accueillis dans les meilleures conditions. Exactement. Et le plus drôle, enfin, le plus drôle, c'est dramatique, mais ce que je disais, c'est que d'un côté, il y a des parents qui veulent faire l'école à la maison et on les oblige à mettre leurs enfants à l'école. Et de l'autre, il y a des parents qui sont en train de supplier pour qu'on trouve une structure pour leurs enfants et on les écoute pas. C'est quand même une aberration totale. Donc moi, je veux bien qu'on rende l'école obligatoire à 3 ans, mais dans ces cas-là, pour tous les enfants. Et dans un lieu qui leur est adapté. Mais on peut pas juste dire, balancer, on rend l'école obligatoire, et en échange, on ne fait rien pour tout le monde. C'est quoi? Donc nos enfants à nous sont pas des enfants? C'est comment ça se passe? J'ai du mal à concevoir le principe de... J'ai du mal à, tout comme vous, à concevoir le principe. Vous évoquez le sujet de l'école à la maison, donc j'y reviendrai juste après. Je voudrais revenir sur le contenu de votre vidéo. D'entrée de jeu, vous évoquez 12 000 enfants qui ne sont pas aujourd'hui accueillis par l'éducation nationale. Concrètement, c'est 1 millième hein, des enfants scolarisables, puisqu'il y a 12 600 000 enfants scolarisés en France. Est-ce que vous pensez que c'est pour le gouvernement, en fait, c'est juste un rapport négligeable, ou est-ce que vraiment il y a une volonté de ne pas se prendre la tête? Je pense que moi, je prends toujours l'exemple des chasseurs. Alors, je suis désolée, je vais recommencer encore une fois, mais par exemple, le lobby des chasseurs, le lobby des chasseurs, ils sont nombreux, dans les élections, ils pèsent lourd, ils ont du pouvoir, ils sont très bien organisés, c'est un loisir, ils ont beaucoup de temps pour ça, donc du coup, ils sont menaçants, ils sont agressifs, ils y vont et ils se font entendre.
le problème des parents en situation d'enfants en situation de handicap, c'est qu'on est épuisé, on est au bout du rouleau, on nage, comme je vous disais avec la MDPH, on a des dossiers de 25 pages à remplir tous les je sais pas combien du mois, on a des rendez-vous médicaux, enfin bref, on est au bout du rouleau déjà nous-mêmes, donc on essaye de mener notre bataille comme on peut, chacun de notre côté. Et finalement, on est tellement fatigué qu'on n'a jamais le temps d'aller se battre pour plus et on est littéralement heureux du peu qu'on arrive à obtenir alors que c'est un scandale national. Et donc, ils se disent, on les entend pas, on les voit pas. Qui a envie vraiment de s'intéresser à un enfant qui se balance ou qui cogne ou qui est en chaise roulante? Personne. Donc, laissons-les dans leur galère. Tant qu'ils font pas trop de bruit, on s'en fiche, quoi. Et je pense littéralement, vraiment, je pense que c'est ça. Parce qu'ils le savent. Et en plus, quand je dis qu'il y a 12 000 enfants qui n'ont pas de structure, il y a quand même 7 enfants sur 10 qui devraient être dans des IME qui se retrouvent, comme je vous le disais, dans une école avec une AVS ou dans une classe Ulysse, alors que ce n'est pas leur place. Donc, c'est autant d'enfants qui sont dans une souffrance terrible. Parce que moi, ma fille, vous la lâchez dans une école, elle devrait être en primaire, dans une école avec 200 élèves qui crient, qui courent, qui jouent. Ensuite, vous la mettez dans une pièce, vous lui dites, tu dois rester assise sur une chaise du matin au soir. Elle est en souffrance physique et psychologique. Mais on va devoir me pousser à accepter une solution qui est désastreuse pour mon enfant pour me laisser garder la vie que je dois mener pour payer mes factures. C'est quand même... et au-delà de ça, parce que j'ai envie de travailler et parce que je pars du principe qu'on ne devrait pas s'empêcher de travailler parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour nos enfants. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que ce chiffre de 7 sur 10, donc 7 sur 10 enfants qui devraient être admis par une structure spécialisée et qui n'ont pas de place. Exactement. C'est un des chiffres de votre Exactement. vidéo. Il y a un autre 7 sur 10 que vous évoquez. Ouais. 7 sur 10 demandes d'enseignants de postes qui sont refusées par l'éducation nationale. Ouais. Ça c'est quand même hyper violent. Bah oui. Et donc ça, je pense forcément aussi, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a parlé des AESH, on a parlé des enfants, on a parlé des familles, des parents, mais je pense aussi forcément au corps enseignant, qui n'est pas formé sur ces sujets-là, Bien sûr. et à qui on balance des enfants comme ça, Bien sûr. en mode débrouillez-vous, quoi. Bien sûr. Et moi, le nombre de maîtresses, de professeurs qui m'écrivent pour me dire je souffre tous les jours de voir ce gamin au fond de ma classe perdu, qui sait pas ce qu'il fait là, et je peux pas l'aider, j'ai même pas le temps de l'aider, j'ai pas le pouvoir de l'aider, j'ai pas le savoir de l'aider, et je vois bien qu'il est en train de dépérir là. Il y a même des parents qui viennent se plaindre en disant voilà, il déconcentre le reste de la classe, mon enfant il arrive pas à suivre, il a des gestes violents, ou il a fait ci, ou il a fait ça. Donc finalement l'enfant est encore plus exclu. La maîtresse qui est humaine peut arriver aussi à un stade où elle supporte même plus la présence de cet enfant dans sa classe parce qu'elle se dit mais mon Dieu, déjà que je rame, si en plus vous venez me foutre des gamins qui me retournent tout. Voilà, donc en fait c'est ingérable la situation actuelle, elle est infâme pour tout le monde en fait. Vous nous disiez tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas arrêter de travailler. Dans la vidéo, il y a justement, c'est quelque chose qui est un petit peu évoqué. Vous dites que beaucoup de parents arrêtent de travailler pour s'occuper de leur enfant parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix, quoi. Donc moi, à titre personnel, donc, je pratique l'instruction en famille, je milite pour l'instruction en famille et je suis aussi président d'association et je connais des familles, en effet, qui font ce qu'on appelle, nous, de l'instruction en famille subie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas spécialement leur choix, c'est juste que leur enfant a une particularité, ont un handicap et qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Alors, pour donner l'anecdote, on a expliqué à ces familles aussi qu'ils n'avaient qu'à gagner plus d'argent pour les mettre dans des structures privées. Qui sont elles aussi complètes. Et qui sont complètes. Donc c'est ça qui est génial en fait, c'est que même si vous avez l'argent, il y a encore une liste d'attente d'au moins 1 ou 2 ans. Donc c'est ça. Et donc ils subissent ce choix d'instruction en famille pour le bien-être de leur enfant et parce que de toute façon pour certaines familles ça coûtait moins cher d'arrêter de travailler que de payer un établissement. Bien sûr. Ces familles-là, avec la loi confortant les principes républicains et avec les décrets sortis la semaine dernière au moment où on enregistre, aujourd'hui ça va devenir très très compliqué même pour un enfant en situation de handicap d'accéder à l'instruction en famille. Et ce qu'on leur répond, c'est l'école est inclusive. Exactement. L'école est inclusive, mettez-les à l'école. Sauf que vous nous dites, non mais l'école, elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas du tout inclusive. C'est un gros sujet quand même. Ouais. Est-ce que vous avez connaissance comme ça de familles où ils ont fait le choix de l'instruction en famille et où ils ont fait le choix d'arrêter de travailler pour le coup pour s'occuper de leur enfant? Personnellement, non.
mais des Mmh. centaines et des centaines sur Instagram. Des Ouais, centaines de d'accord. mamans qui m'ont dit: «J'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour m'occuper d'elle, pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux, pour, gérer finalement, son instruction» et encore quand on parle d'instruction, pour moi, c'est un bien grand mot. Nous, c'est juste un combat pour l'autonomie, un combat pour régler leurs problèmes moteurs, pour les aider à être propres, pour, de la motricité fine, ne serait-ce que réussir à faire un lacet, des choses comme ça. Donc nous, on est encore plus loin que, juste, donc en fait, on demande à des parents qui se forment eux-mêmes avec l'aide souvent des éducatrices spécialisées, des psychomotriciens, à devenir des professionnels qui, eux, ont fait des années d'études pour réussir à donner une telle qualité de soins à nos enfants. C'est quand même fou. Et puis surtout, la maman, parce que je dis la maman parce que vraiment, je pense que dans la quasi-totalité des cas, c'est la maman, elle se retrouve du matin au soir avec un enfant en situation de handicap et elle ne fera que ça de sa vie. Et gérer un enfant en situation de handicap sans plus rien avoir à côté pour souffler, c'est très dur. Donc on nous balance des campagnes à tout va sur, enfin on diffuse des campagnes à juste titre sur les bébés secoués parce que les parents au bout d'un moment deviennent fous à force d'avoir un bébé qui pleure la nuit, le manque de sommeil qui est une vraie torture, et puis sur un geste non contrôlé, bah, on secoue son bébé et on se retrouve dans des situations dramatiques. Mais imaginez que les parents d'enfants en situation de handicap, le cri du bébé, du nouveau-né qu'on va supporter pendant 3 mois ou 6 mois, ils vont le vivre 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, avec un enfant qui prend de la force, dont les coups vont faire de plus en plus mal, dont les jets d'objets vont faire de plus en plus mal, dont les stéréotypies, ce qu'on appelle stéréotypies, donc c'est par exemple taper des mains, taper sur sa tête, des choses comme ça, qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, et on va laisser ces femmes chez elles, seules, gérer ça quotidiennement. Voilà. Et c'est incroyable, en fait, quand on y pense. Vous me dites, que sur Instagram, vous avez des centaines de messages de mamans. Vous parlez en effet des mamans. Vous parlez des femmes qui sont dans cette situation à s'occuper de leur enfant et forcément, c'est quelque chose qui m'interpelle puisqu'on parle aussi d'égalité homme-femme dans ce podcast et de stéréotypes de genre. Selon vous, le fait que ces situations se produisent, c'est aussi encore une fois un lieu d'inégalité, de la femme et de l'homme puisque est-ce que vous avez connaissance de pères qui arrêtent de travailler pour s'occuper de l'enfant handicapé? On ne doute pas que ça existe, hein, on ne doute pas que ça existe, Ouais, attention, je le précise, il doit ouais, sûrement y en avoir. ouais. Mais dans la grande majorité, selon vous, ce sont encore une fois des femmes qui doivent payer le prix de manque de la société? Oui, oui, tout à fait. Alors après, moi, dans les témoignages que je reçois, je ne peux pas être, comment on pourrait dire, les chiffres que je vais vous donner ne vont pas être les bons puisque j'ai une communauté qui est à 98% composée de femmes déjà. Tout à Donc fait. forcément, les témoignages que je vais avoir vont être certainement beaucoup plus féminins que si on fait une étude nationale. Mais il est évident, et quand on entend les professionnels et quand on entend les témoignages, que c'est littéralement quasi toujours la femme qui arrête de travailler pour s'occuper de son enfant. Et ça, pour vous, est-ce que vous avez rencontré, des mamans qui, osons dire les mots parce que moi, vous savez, j'ai travaillé avec une, je racontais une anecdote professionnelle quand je dirais bien sûr pas le nom, mais j'ai travaillé avec une personne qui avait un fils en situation de handicap avec un autisme, déclaré et qui devait, à ses 18 ans, rentrer dans une structure où il allait être en autonomie et voilà et cette personne, en fait, elle a réussi à continuer à travailler à temps partiel, mais elle passait sa vie, toute sa vie, c'était soit travailler, soit s'occuper de son enfant, Ouais. de manière très intense et finalement cette demande n'a pas abouti et moi je me rappelle très bien, c'est une collaboratrice à moi, elle s'est effondrée, mais elle s'est Ouais. effondrée et elle a tenu des propos et ce qui a elle a tenu des propos qui indiquaient qu'elle en avait marre, qu'elle en pouvait plus, que c'était pas pour ça qu'elle avait fait un enfant, qu'elle s'y attendait pas et le pire c'est qu'après elle se re-effondre parce qu'elle parle comme ça de son De son enfant. enfant, ouais. Eh oui. Ça, Eh c'est oui. des moments que vous vivez peut-être vous ou que vous avez observés autour de vous? Ces moments de doute, ces moments de violence envers soi-même? Bah, c'est ouais, parce que quand je vous dis que toutes ces familles, nous y compris, on est épuisés. Euh, Oui, déjà, vous êtes épuisé psychologiquement parce que c'est dur. Vous avez rien demandé à la vie. Vous vous retrouvez avec un enfant en situation de handicap, ça vous tombe dessus. On a toujours un peu l'impression d'être à l'abri, que ça arrive qu'aux autres, mais non, en fait, ça arrive à n'importe qui, n'importe quand. Nous, ni son papa ni moi, on est porteurs de rien du tout. Et voilà, la faute a pas de chance. Elle a une anomalie génétique. Il y a 400 cas dans le monde. Il faut que ça tombe sur nous. 400 cas dans le monde. Donc, en fait, quand je dis que personne n'est à l'abri, littéralement, personne ne l'est. Et déjà, vous vivez
tellement de difficultés au quotidien et puis vous avez l'impression de ne pas être soutenu parce qu'on attend toujours de l'État qu'il soit là pour ses citoyens et en fait, tout est compliqué. Tout est compliqué, en fait. Mettre son enfant même à la crèche, ça commence dès la crèche, c'est compliqué. Donc, nous, on a la chance d'avoir eu un parcours jusqu'aujourd'hui qui était quand même plutôt fluide parce qu'on a eu les bonnes personnes au bon moment qui nous ont aidés. À partir de l'année prochaine, c'est encore autre chose qui va. Mais voilà, on a quand même eu le combat avec la MDPH. Comme je vous dis, est-ce que c'est normal de dire qu'un papa va faire 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir, juste pour aller déposer son enfant? Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui lui reste comme plage horaire pour pouvoir se consacrer à son travail au reste de sa vie? Déjà que les week-ends, c'est pas comme si nous, on n'a pas de centre de loisirs. Là, après des années, on a réussi à trouver un centre de loisirs qui est une association pour les enfants en situation de handicap qui prend nos enfants en charge dans un centre de loisirs ordinaire d'une mairie. Alors oui, légalement, j'ai le droit d'aller déposer ma fille dans le centre de loisirs de ma ville. J'ai le droit, je leur laisse et ils sont obligés de la prendre. Mais quel est l'intérêt pour elle? Qui va s'occuper d'elle? Qui va faire attention à elle? Qui va faire en sorte qu'elle se mette pas en danger? Qui va lui changer sa couche s'il y a un problème? Qui va l'aider à manger, à grimper sur un toboggan ou la surveiller dans la rue s'il y a une sortie, lui tenir la main pour être sûr qu'elle ne court pas au milieu de la rue. Donc on ne le fait pas. Et en fait, c'est ça, en fait, leur arme contre nous, c'est que aucun parent ne veut faire violence à son enfant. Et du coup, ils le savent qu'on finira, quoi qu'il arrive, par arrêter de travailler et se sacrifier pour notre enfant. Donc voilà. Je me suis complètement éloignée de la question initiale, mais je trouve ça, mais je vous en remercie parce que si je résume votre pensée, ce que j'entends, c'est en fait, de toute façon, ils vont pas modifier ils ne modifient pas les structures. Ils nous disent, bah, mettez-les dans les structures. Elles sont inclusives, alors que c'est pas vrai. Et vous le savez. Et vous avez le choix entre laisser votre enfant dans une structure où il va ressortir mal, et où en plus, vous allez le récupérer mal, et il faut gérer ensuite l'enfant qui est mal après. Donc soit laisser votre enfant dans une structure qui va être, on va dire le mot, violente avec lui, soit en fait faire le choix de, comme vous le dites, de sacrifier votre carrière potentiellement, en tout cas une partie de votre bien-être, et visiblement, on compte sur ce choix-là. Totalement, en fait. Ils le savent qu'on va le faire. Donc du coup, c'est même plus un problème pour eux. C'est de toute façon, t'inquiète pas, il y a un des parents qui arrêtera de bosser, il gardera le gosse à la maison et on est tranquille. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable, surtout quand on entend le discours officiel des pouvoirs publics sur ce sujet-là. Ça m'interpelle. Surtout quand on supprime, comme vous l'avez souligné, la solution de l'instruction en famille Mais c'est ça. pour accompagner les enfants. C'est-à-dire que demain, on oblige les gens à être violents avec leurs enfants, quoi. C'est structurellement parlant. Exactement. C'est assez aberrant. C'est pour vous donner un exemple, sans forcément rentrer dans les détails, mais l'année dernière, on avait le centre de loisirs près de chez nous qui avait une directrice très bienveillante et du coup qui nous a dit, moi je prends votre fille les matins au moins jusqu'au déjeuner, puis après vous la récupérez. On va essayer de se débrouiller, on va voir ce qu'on peut faire pour qu'elle passe aussi du temps en inclusion avec d'autres enfants et tout. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, il n'y avait pas d'éducateur spécialisé, mais on y arrivait jusqu'au jour où elle a eu un petit accident de couche à l'école et qu'ils ont voulu la changer et qu'ils se sont pris n'importe comment. Ils ont très mal fait les choses parce que voilà, ils savent pas gérer le handicap. Pendant près de 3 semaines, ma fille hurlait, mais comme si elle était en colère et qu'elle grondait quelqu'un par mimétisme, donc comme si quelqu'un l'avait grondée très fort et qu'elle imitait la personne, non-stop, et elle se frappait la tête. Chose qu'elle n'avait jamais faite. Donc en fait, voilà ce que ça donne quand des gens qui ne sont pas formés, même avec la meilleure volonté du monde, essayent de s'occuper d'un enfant en situation de handicap. Après, comme je dis toujours, il y a 1000 handicaps, 1 million de handicaps. Mais dans le cas précis de ma fille, malgré toute la bonne volonté du monde, voilà. Alors on va vous dire, oui, mais la mairie a l'obligation d'embaucher un éducateur uniquement pour l'enfant en situation de handicap. Oui, bah bon courage, allez dans votre mairie, essayez de voir. C'est encore un combat de chaque instant. Et ensuite, quel éducateur? Parce que si vous prenez un jeune qui vient d'avoir son diplôme d'éducateur et qui se retrouve avec un enfant en situation de handicap, il ne saura pas quoi en faire. Donc c'est exactement ça. C'est en gros, vous nous demandez de faire violence à nos gosses en nous disant, bon, j'ai pas le choix, je vais devoir le foutre dans une structure qui n'est pas du tout adaptée, au milieu de gens qui ne savent pas du tout quoi faire de lui, mais je vais le faire parce que sinon je dois sacrifier ma vie, quoi. Et voilà. Et comme ils savent que quasi-totalité des parents finissent par le faire, quand je dis 12 000 enfants n'ont aucune structure, ça veut dire qu'il y a déjà 12 000 familles qui n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. C'est quand même... Et c'est ça, non mais c'est ça qui est dingue.
C'est ça qui est dingue. Et toujours avec moi, je n'ose imaginer. Enfin, j'essaie de me transposer à votre place et de voir ce discours qui est maintenu et martelé, que l'école est inclusive, qu'on fait tout ce qu'il faut, et que vous savez que c'est pas vrai, Ah oui, et que ça mais oui, continue d'être martelé dans les mais oui. médias. Et surtout, Et l'école, elle n'a pas à être inclusive à tout prix. En fait, bien sûr, l'école, elle a ses limites aussi. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. Tous les handicaps ne sont pas faits pour se retrouver dans une école. Donc oui, avoir des temps en inclusion, c'est bien. Ma fille aujourd'hui, grâce à la structure incroyable dans laquelle elle est encore, où elle est aujourd'hui actuellement, elle a un cours de danse avec des enfants neurotypiques. Elle a un temps lecture avec. Mais on ne peut pas la mettre du matin au soir dans cette classe-là. Donc bien sûr. l'inclusion à tout prix, c'est impossible. C'est même pas utopique, c'est mentir aux gens. Donc quand on n'arrête pas de dire tous à l'école, tout le monde devrait avoir le droit d'être à l'école, non, parce que par exemple, pour mon enfant à moi, c'est lui faire violence que demain la mettre dans une école normale. Donc voilà, mais c'est juste budgétaire, ça coûte moins cher, c'est plus facile. On s'en fout, on respecte ni le médico-social, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, ils manquent de moyens, on ferme leur structure, ils n'arrêtent pas de dire donnez-nous les moyens, on n'en peut plus, on n'est pas. En fait, on a l'impression que tous les gens qui sont concernés par le handicap de près ou de loin sont des citoyens de seconde zone. Donc les AESH, elles ont des métiers pas du tout valorisés. Le médico-social, dès que ça touche le handicap, on n'en a rien à faire, vous pouvez crier tant que vous voulez, vous mettre en grève, ça ne nous touche pas. Les parents, on s'en fout aussi, et les enfants encore plus. Donc c'est vraiment hallucinant. Et je me permettrai de rajouter le corps enseignant, encore une fois, Oui, qui est lui aussi en première ligne, et oui, et oui, et avec des enfants et oui, en situation de et handicap oui. pour lesquels ils ne sont pas formés. Mm, Et ça rajoute à leur souffrance aussi. bien sûr. Vous cherchez à interpeller, donc, comme vous disiez, en premier lieu, la ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. D'accord. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Diffuser, parce qu'en fait, malheureusement, on le sait, hein, on va pas se mentir, on rentre en campagne présidentielle pour tout le monde, donc ça va être à celui qui aura les meilleures idées pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est généralement là où on peut espérer obtenir quelque chose. Après, on est réaliste aussi, on sait qu'il faudrait des centaines de millions d'euros pour que la situation change vraiment pour nous et que nos enfants aient les mêmes droits que tous les enfants en France. Mais c'est peut-être une chance pour nous de nous faire entendre, ne serait-ce que de rendre public le combat. Pour que tous les parents en fait se joignent à nous et voilà, là on pourra pas dire on ne savait pas, on n'a pas vu, on saura ce qu'on est en train de vivre et je pense que le seul moyen de faire bouger en politique c'est l'opinion publique puisque c'est ce qui le fait vivre. Donc savoir qu'une opinion publique se retourne contre vous sur un sujet comme ça et se dire ah bah merde, c'est con, cette fois-ci il y a plus de personnes que prévu qui les soutiennent, ils sont plus qu'entre eux, c'est pas telle association spécialisée dans telle maladie qui est en train de venir aboyer en bas de nos bureaux, ah non, là ils sont tous en meute là, et en plus il y a tous les parents des enfants dits normaux pour eux qui sont en train de rejoindre le combat, donc il faut qu'on fasse gaffe, faut les faire taire, viens on leur accorde quelque chose quoi. Voilà, je pense littéralement que ça se passe comme ça, donc c'est notre seul espoir. Voilà. De toute façon, on s'est dit on n'arrête pas cette fois. On va jusqu'au bout. Donc la prochaine étape, c'est une manif. Celle d'après, c'est un recours collectif contre l'État. Donc on va tous s'unir, associations, parents, tout le monde, pour déposer plainte contre l'État. Et on s'arrêtera plus parce qu'en fait, on en a marre et en fait, on arrive au bout du chemin de ce que on pouvait espérer. Et donc, il faut que ça bouge en fait. Donc, et quand c'est pour nos gosses, je crois que tout le monde est inépuisable. Donc ça, il faudra qu'ils s'en rappellent quand même parce que ça va être très dur de nous fatiguer pour ça. Je ne peux que vous rejoindre, militant encore pour l'instruction en famille, qui est un sujet sur lequel nous aussi nous nous battrons jusqu'au bout. Je ne peux que vous rejoindre sur cette flamme qui nous anime quand on milite pour nos enfants. Et donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager cet épisode de podcast. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à taguer Sophie Cluzel, Emmanuel Macron. On va rajouter Adrien Taquet, on va rajouter Jean-Michel Blanquer. Très bien. Hein, et aussi des médias. N'hésitez pas aussi à taguer des médias comme Combini, Brut. Je pense aussi peut-être à Touche pas à mon poste, à des émissions comme ça. Ah bah, apparemment, ça y est, on a réussi à les toucher. Ah, cool. Et ils devraient nous contacter dans pas longtemps pour peut-être diffuser notre message, donc ce serait super. Donc n'hésitez pas à faire voyager ça, n'hésitez pas à envoyer aussi cet épisode à votre député. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'on a fait nous pour l'instruction en famille. J'avais enregistré des épisodes et on les avait envoyés directement aux députés et ça avait permis à certains députés de rejoindre le combat. Ouais. Et je trouve que c'est ce une démarche sont intéressante. ceux qui peuvent vraiment porter notre voix au Parlement, donc c'est ça qui est... Exactement.
Donc Mona, j'ai une dernière question à vous poser. Si vous aviez face à vous Sophie Cluzel, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire là tout de suite? Je pense que je lui dirais juste, vous qui avez une fille en situation de handicap, vous qui avez été présidente d'une telle association, vous qui connaissez mieux que n'importe qui nos souffrances, nos combats et tous ces dysfonctionnements terribles de la MDPH jusqu'à l'école, jusqu'aux IME, comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé à fermer les yeux sur tout ce que vous-même, en tant que mère, vous avez vécu, fermer les yeux sur tout ce que vous avez vécu en tant que parent d'un enfant en situation de handicap, et comment vous avez fait pour empirer même la situation? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment vous avez pu trahir votre enfant comme ça, trahir tous ses copains en situation de handicap comme ça, et vous dire bah, je m'en fous en fait, et du bien-être de mon propre enfant et du bien-être de tous les autres enfants concernés. Je pense que c'est la seule chose que je lui demanderais. Pourquoi vous avez rien fait alors que vous aviez une telle chance de faire bouger les choses? Ok, le message est enregistré et je lui souhaite de voyager loin. Merci J'invite beaucoup. toutes les personnes qui nous écoutent, parents, non-parents, à faire voyager ce message. Je vous invite aussi à la plus grande solidarité. Pour moi, le sujet, c'est quelle place on fait aujourd'hui à la parentalité et à l'enfance, à toutes les parentalités et à toutes les enfances dans notre pays. Et il est grand temps qu'on se serre tous et toutes les coudes sur ces Exactement. sujets-là. Merci beaucoup, Merci à Mona, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.